Eh bien, merci au présidente et président et directeur général d'Agropole pour ces quelques mots et félicitations pour cette nouvelle identité. Je vous propose tout de suite de commencer notre table ronde autour donc de la question comment il concilie développement économique et transition. Donc nous accueillons 3 invités de marque. Honneur aux dames d'abord. Muriel Decoux. Vous êtes administratrice et directrice du développement coopératif d'Ethicable, de la SCOP Ethicable. Où vous voulez, voilà. Jean-Gabriel Levon, cofondateur et PDG d'Insect. Et Anthony Darret, cofondateur et président de BioBurger. Alors nous sommes ensemble à peu près pour 1 heure, un petit peu plus d'1 heure de table ronde. À la suite de cette table ronde, il y aura un temps d'échange pour les questions de la salle, si vous avez des questions à poser à nos 3 invités. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, tout le monde ne vous connaît pas en détail, vous allez pouvoir nous parler de vos entreprises, nous dire un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, où est-ce qu'elles en sont, de ces transitions, puisqu'en fait vous êtes tous les 3 sur 3 modèles un petit peu différents, 3 créneaux différents. Alors à nouveau, Muriel, honneur aux dames. Est-ce que vous avez un micro ? Non. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un micro en régie pour les invités ? Super. Alors Muriel, à vous la lourde tâche de nous expliquer, de nous présenter ce qu'est la SCOP Ethicable. Alors, la SCOP Ethicable, c'est une entreprise qui est située pas très loin d'ici, dans le Gers, à Florence. Et qui s'est donné comme objectif de développer la commercialisation de produits issus du commerce équitable. Vous avez presque 20 ans, je crois, l'année prochaine. On a presque 20 ans. Effectivement, on est né en 2003. Presque 20 ans. Aujourd'hui, on s'est transformé en groupe. Donc la SCOP Ethicable en tant que telle regroupe 169 salariés. Et puis elle a quelques filiales qui sont toutes des scopes. Une qui est à Pessac, qui fait du café, torréfaction de café, et 3 autres qui sont situées en Allemagne, en Belgique et en Espagne, et qui commercialisent nos produits dans ces pays. Très bien, merci. Alors Jean-Gabriel Levon, même exercice. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots d'Insect aujourd'hui, donc une start-up qui a été créée il y a 10 ans et qui a connu une croissance phénoménale et qui est passée par l'Agropole. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc, il y a 11 ans maintenant, on a lancé Insect. Une des premières cases qu'on a cochées, c'était est-ce qu'on peut gagner le concours national de l'Agropole avec un élevage géant d'insectes ? La réponse a été oui, donc on s'est dit, bon, si eux ils nous disent c'est d'accord, on continue. Donc voilà, donc merci de nous avoir fait confiance à ce moment-là, ça a vraiment compté. Donc aujourd'hui, on était 4 à l'époque, maintenant on est 300. On va ouvrir la quatrième ferme, donc à Amiens en fin d'année. Donc pour vous donner une idée, c'est 17 hectares, 37 mètres de haut, le point le plus haut. Il y a à peu près 100 000 tonnes de produits qui sortent de l'usine chaque année. Donc il y a 2 tiers d'engrais et 1 tiers de protéines sèches et gras. Donc c'est à peu près ça. Et donc c'est une usine qui est 50 fois plus grande que la ferme qu'on a déjà à Dole depuis 2016, donc Dole dans le Jura. Voilà, et maintenant on a un site aux Pays-Bas, on a aussi un site qu'on vient d'ouvrir aux US, et ça continue, quoi. L'idée c'est de mettre allez, on va commencer par 50 usines de la taille d'Amiens un peu partout dans le monde. Donc ça pousse. Au départ, vous étiez essentiellement sur l'alimentation animale, et là vous avez fait un bond vers l'alimentation humaine, c'est ça, on en reparlera. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Alors Anthony, c'est à vous maintenant. Donc BioBurger, c'est quoi ? C'est une chaîne de restauration qui a
tout juste 10 ans, 10 ans, 11 ans. Ouais. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire où est-ce que vous êtes présent aujourd'hui, quelle est votre philosophie, et on reparlera après de l'idée de la création de vos 3 entreprises. Voilà. Allô ? Oui, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Du coup, BioBurger, c'est un peu pour simplifier les choses, c'est un peu le McDo bio, quoi. En tout cas, c'est l'idée qu'on en a. Français, évidemment. Et avec des produits qui sont tous d'origine biologique. Aujourd'hui, on a 13 restaurants en France, 7 en Île-de-France et 6 présents à Nantes, Strasbourg, Lille, Montpellier, Lyon et Nantes. Et Bordeaux. Voilà. Tout à fait. Et voilà, donc l'idée c'est de se développer. Voilà, on a un peu plus de 10 ans maintenant. On a eu un rythme assez lent au début pour maîtriser un peu notre business model. Ça a été assez long. Et maintenant qu'on a trouvé un peu notre équilibre, on se développe un peu partout en France avec 4 à 5 projets pour cette année. Très bien. Alors justement, puisque vous avez la parole, comment l'idée vous est venue? Donc vous avez un associé. Comment un jour vous êtes réveillé en vous disant on va se lancer dans la restauration, dans le fast-food bio? Comment ça s'est passé? En fait, l'idée, elle est arrivée pendant nos études supérieures avec mon associé. Et c'est vrai que nous, on est une génération qui a été biberonnée par McDo, Quick et consorts. Et en deuxième année d'école, on se retrouvait à aller manger le midi tout le temps chez les mêmes, quoi. McDo, vous faisiez quoi? McDo un jour, Quick et Burger King le lendemain? Vous alterniez quand même un petit peu? Burger King n'était pas encore revenu à l'époque. Mais en gros, c'était ça, quoi. C'était pile ou face. et en fait, le truc, c'est qu'on était content d'y aller, comme d'hab. Sauf qu'on sait qu'on va manger des produits qui sont pas terrible, et qu'on en ressort, on est toujours un peu frustré quand on ressort, parce qu'on se sent pas forcément bien, on mange beaucoup et 1 heure après on a faim. Enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses comme ça, et un jour on s'est dit mais pourquoi il n'y a pas de burger qualitatif en France? Il faut se remettre quasiment il y a 10 ans. 15 ans en arrière, quasiment, pour l'idée. Et il y avait 0 concurrence à l'époque. Il n'y avait pas les nouveaux acteurs qu'on connaît maintenant sur le marché français. Donc il n'y avait vraiment que les mastodontes. Et on s'est dit, mais il faut qu'on crée quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et le côté bio est arrivé vraiment naturellement, parce que pour nous, c'est quelque chose qui rime avec le sens de l'avenir. On a été un peu élevés avec des parents qui étaient assez précurseurs, j'ai envie de dire, sur cette agriculture-là. Même si moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, ça me faisait chier quand ils me faisaient manger bio, quoi, parce que je comprenais pas. Mais voilà, les choses, avec le temps, on s'est dit qualité, bio. Il y a un dynamisme d'avenir clairement sur ce marché. Faut qu'on y aille. Et aussi que d'après toutes nos recherches qu'on avait pu faire au niveau même mondial, il y avait 0 concept qui alliait le burger et l'agriculture biologique. Donc on avait trouvé ça sympa, quoi. Très bien. Très bien. Et on verra dans cette table ronde comment vous avez mené votre projet. Alors Muriel, le commerce équitable, c'est venu comment? Donc il y a 20 ans. Comment les fondateurs d'Eticable ont eu cette idée et ont mis en œuvre cette société? Oui, alors les fondateurs d'Eticable, quand ils ont eu cette idée, ils étaient un peu plus vieux que mon voisin. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient la quarantaine, ils étaient à mi-parcours de leur vie professionnelle. C'est des copains qui s'étaient connus pendant leurs études ou à la fin de leurs études. Et donc ils étaient 3. Il y en avait 2 qui étaient issus d'une école de commerce, Rémi Roux et Stéphane Comard. Rémi Roux avait développé plutôt le côté commercial, et il a travaillé comme commercial dans des entreprises d'agroalimentaire auparavant, et notamment dans le secteur du bio. Stéphane Comard avait travaillé, lui, dans l'importation de café. Et Christophe Eberhardt, lui, est un agronome qui avait passé 20 ans à travailler dans les pays du Sud, auprès des coopératives, dans des ONG. Et donc, ils arrivaient à 40 ans, ils se disaient qu'est-ce qu'on va faire de la deuxième partie de notre vie professionnelle. À ce moment-là, le commerce équitable était très peu développé, et essentiellement dans le milieu associatif.
Il y avait Max Havelaar il y a 20 ans quand même. Alors il y avait Max Havelaar, mais Max Havelaar c'était le seul pratiquement. C'est un label. Ouais. Max Havelaar est un label, c'est pas. Il y a une entreprise quand même derrière, non? Non, c'est uniquement de la certification et des labels. Par contre, il y avait Artisans du Monde, et puis à peu près en même temps est née une autre entreprise qui s'appelle Alter Eco, qui depuis a été rachetée par Björk. Et donc, le constat qu'il faisait, c'est que en passant par ces canaux associatifs, ça pouvait être intéressant, mais il y avait très peu d'impact, parce que peu de développement commercial. Et donc l'idée qu'ils ont eue à ce moment-là, c'est de se dire on va développer des produits issus du commerce équitable, mais qui seront commercialisés en grande surface. Et on va travailler à mettre sur le marché des produits qui seront les meilleurs possibles au niveau gustatif et qualitatif. D'accord, très bien. Jean-Gabriel, les insectes, c'est venu comment? Comment vous êtes lancé dans cette aventure? Il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde en parle, comme une voie d'avenir. Qui sait que les insectes, ça se mange? Je vais faire un petit sondage. Ouais. Alors, gardez la main en l'air. Ceux qui n'ont jamais mangé, vous baissez la main. Voilà. Il y a 10 ans, 11 ans, quand je faisais cette... Quand je faisais cette blague-là, en fait, dès la première question, il y avait un éclat de rire général dans toute la salle, parce que ça se mangeait pas, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu grâce à nous. Mais c'est quelque chose de très chouette. Comment c'est venu alors l'idée de se lancer là-dedans il y a 10 ans? Nous, c'est plutôt venu. Voilà, c'est rigolo. Je pense qu'il y a deux phases traditionnelles pour lancer une boîte. C'est soit à 25 ans, soit à 40. Donc nous, on avait plutôt la phase à 25 ans. Et nous, on avait commencé à bosser tous dans des grandes boîtes, des valeurs qui ne nous correspondaient pas, quoi. Enfin, moi, par exemple, j'étais à Schlumberger, les technologies, c'était profit technologie, people profit technologie, et people au sens vous êtes une ressource qu'on vend, quoi. Donc bon, c'était pas moi. Et c'était vraiment le côté recherche de sens. Et finalement, on est rapidement tombé sur ce côté la nourriture. En 2010, c'était pas tellement la question comment on crée un monde durable. Enfin, on va en reparler. En 2010, c'était plutôt on va être 10 milliards, comment on nourrit tout le monde, qui maintenant est une question complètement débile. Enfin, faut pas qu'on soit 10 milliards, il faut surtout pas qu'on nourrisse tout le monde de la même manière. Mais à l'époque, c'était une question très importante. Et on s'était dit, en fait, il y a un grand oublié dans le système agroalimentaire général, c'est l'insecte, qui valorise très très bien tout ce que les vertébrés ne valorisent pas bien. C'est parti de là, puis après on a déroulé jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui, quoi, ce positionnement sur vraiment le côté ferme, industriel et production des ingrédients plutôt que le produit fini, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que votre modèle aujourd'hui d'entreprise est tourné sur le développement durable, sur la transition justement? Donc vous parlez des insectes, de cette source protéique. En quoi vous inscrivez dans cette transition? Alors il y a énormément de niveaux. Je pense toujours sur cette notion de quête de sens, le côté toujours travailler le pourquoi on est là. Ça a toujours été très important chez nous, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on faisait des ateliers sur la raison d'être, sur les valeurs, etc., le pitch des journées, c'était si à la fin de la journée, on n'a pas réussi à répondre à pourquoi on est là, on ferme la boîte, quoi. Parce que si on ne sait pas pourquoi on est là, pourquoi on est là? Donc ça a été très fort et ça a constamment ramené au cœur du projet le côté impact significatif et positif sur le monde. Donc ça, le impact significatif et positif, c'est ce qui est écrit dans le statut B Corp qu'on est devenu en octobre. Donc B Corp, pour ceux qui ne connaissent pas, connaissez. C'est vraiment le meilleur questionnaire gratuit sur tout ce qui est environnement social, gouvernance. C'est plus de 400 à 500 questions. Rien que de le faire pour soi sans avoir l'assertif, ça apporte déjà énormément de bave dans la tronche, concrètement. Donc, en étant labellisé B Corp, vous êtes une entreprise à mission ou ça sera l'étape d'après ça? L'entreprise à mission sera l'étape d'après. Voilà. Là, cette année, on construit le comité à mission. Il devrait démarrer là maintenant.
On va chercher des représentants d'ailleurs de toute la société, associatif, etc. Tout ça. Donc, je fais un appel dans la salle, s'il y en a qui sont motivés, venez me voir. Donc ça, on est en train de le faire cette année. Et c'est ça que je voulais dire, c'était que la transition protéique, c'est une chose. On travaille énormément maintenant sur la transition aussi de nos fournisseurs et de nos clients. On a commencé par nos fournisseurs. On a des programmes d'aide directe aux agriculteurs pour faire eux-mêmes leur propre transition, parce que si on fait la transition que sur notre maillon de chaîne, ça suffit Donc pas. ça veut dire des pratiques durables de vos fournisseurs. Voilà, mais sur toute la chaîne de valeur, pas juste en focalisant sur la chaîne qui est chez nous, quoi. Ça, c'est aussi apporté par les démarches d'analyse de cycle de vie où quand on réfléchit scope 1, 2, 3, forcément, 80% de l'impact, il n'est pas dans nos murs, il est dans notre chaîne de valeur. Il y a toutes ces choses en fait, qui s'ajoutent, jusqu'à, pour moi même, faire une transition où pendant les 8 premières années de la boîte, j'étais directeur industriel, je construisais l'usine, j'étais directeur de la première usine pendant 3 ans à Dole. Et en fait, depuis 3 ans maintenant, je suis directeur impact. Donc, j'ai un peu le rôle d'un CFO, mais au lieu de parler, au lieu d'utiliser des euros, j'utilise des tonnes de CO2, des mètres cubes, des kilowattheures, des DALI, des PDF par mètre carré par an. Et donc, qu'est-ce que vous regardez sur les impacts? Donc, c'est les impacts énergétiques de la production. En fait, je crée un business model qui n'est pas un business model financier, c'est un business model impact. Donc, je peux traduire entièrement le business model en euros, je peux le traduire entièrement en CO2. Et le pitch de mon département, c'est d'aller aussi vite, voire plus vite que la finance, à fournir des chiffres. C'est-à-dire que pour que dans toutes les décisions de la boîte, en tout cas les plus importantes, il n'y ait pas une décision qui soit prise par chaos sur les critères financiers, parce qu'ils sont là alors que ceux de l'impact, ils arrivent plus tard. Donc là, c'est vraiment l'idée. Maintenant, on a 2 business plans, un en CO2, un en euros. Et il faut qu'on respecte le business plan en CO2 et le business plan en euros, enfin les deux. D'accord. Ouais. Et quel est celui qui prend le pas sur l'autre, du coup? C'est quand même une logique financière derrière. En fait, c'est pas. Il y en a un économique de l'entreprise. C'est pas. Il y en a un qui prend le pas sur l'autre. Il faut remplir les deux. D'accord. C'est-à-dire qu'on a la rentabilité financière qu'il faut taper et on a la rentabilité CO2 qu'il faut taper. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc c'est pas un qui prend le pas sur l'autre. C'est tant qu'on n'a pas les deux, le projet est pas validé, quoi. D'accord, très bien. Muriel Decou, la transition au sein de la SCOP Ethical, donc la SCOP, on en a un petit peu parlé, société coopérative et participative. La transition, ça passe par quoi? Alors ça passe par... plein de choses. Oui, plein de choses. Voilà. Je pense qu'on va tous dire la même chose à ce niveau-là. Alors d'abord, ça passe par un fonctionnement. On avait 2 fois par an, on réunit tous les salariés d'Ethicable et on s'est réunis il y a 3 semaines. Et le thème de la journée, c'était comment on travaille sur la transition à tous les échelons de l'entreprise. Donc voilà, donc c'est vraiment une préoccupation de tout ce qu'on peut faire tous les jours. Donc des notions de durabilité déployées à tous les niveaux de l'entreprise, c'est ça? Voilà, c'est partout. Réduction de l'empreinte énergétique, des choses comme ça? Voilà, on sait bien qu'on est loin d'être parfait, et donc le travail qu'on a tous à faire, c'est chaque jour dans ses tâches, dans ce qu'on a à faire, comment on peut essayer de s'améliorer à ce niveau-là. Alors il y a plein de défis, parce que quand on travaille sur l'importation de produits agroalimentaires qui viennent du Sud, évidemment il y a des impacts en termes de transport. Ouais, donc voilà, c'est une grosse réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, sachant qu'il n'est pas question pour nous de renoncer à importer du cacao, du café, parce que c'est notre raison d'être, c'est les producteurs... Et puis de toute façon, il n'y a pas de production en France de cacao, de café, c'est pas possible, sauf dans les dom-toms, dans les dômes. Ouais. Mais on pourrait se dire, on renonce à consommer du cacao et du café, sauf que nous, à l'autre bout de la chaîne, c'est des coopératives de paysans qui ont chacun 1 ou 2 hectares de jardin dans lesquels ils cultivent leurs produits, et le fait de travailler en commerce équitable, ça leur permet d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Donc voilà, c'est très important. Donc c'est réfléchir effectivement au transport. Alors ça passe depuis l'importation, mais aussi à nos commerciaux, comment on fait pour qu'ils consomment un peu moins qu'ils aient un peu moins d'impact, ce qui est pas
Ce qui n'est pas simple non plus, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de réponse évidente. Donc on est en Et puis ça a un recherche. coût. Le transport vert, ça a quand même un coût aussi. Ça a un coût, mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est d'éviter l'énergie grise en faisant durer le plus longtemps possible nos véhicules, ou de passer à l'électrique, en sachant que des véhicules électriques qui ont suffisamment d'autonomie, pour un commercial, c'est pas. C'est donc pas il y a une évident. équation toujours en fait à faire quand on parle de transition entre le coût et puis le gain pour la planète. C'est ça en fait. Voilà, donc ça fait Je vois partie que des Jean-Gabriel n'est pas forcément d'accord avec ça. Oui, mais on est bien obligé de prendre en compte les contraintes, économiques. Bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que l'idée, c'est à chaque fois comment on peut s'améliorer et avancer. Et sur la production, sur la partie de transformation de toutes les matières premières que vous achetez, il y a aussi des travaux qui sont menés pour réduire l'empreinte énergétique, la consommation, ce genre de choses. Alors, il y a effectivement des travaux qui sont menés. Alors, Etikab, son gros point fort, c'est le chocolat. On vient, il y a quelques mois, d'ouvrir notre propre chocolaterie. Et donc, le travail qu'on a fait sur cette usine, c'est de travailler à avoir effectivement le moins d'impact énergétique, donc avec des bâtiments conçus spécialement, avec la mise en place de panneaux solaires, et le fait que ce qu'on n'est pas capable de consommer aujourd'hui, on l'achète à Enercop, donc pour essayer d'avoir des achats donc une d'énergie. électricité verte renouvelable en fait, c'est ça, hein. D'accord, très bien. Anthony Darret, alors justement, donc BioBurger, au niveau de la transition alimentaire, ça passe par le bio, mais je sais que c'est pas que le bio chez BioBurger, donc est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire un petit peu comment vous travaillez? Ouais, bien sûr. Du coup, c'est vrai que le postulat de départ, c'était vraiment de fournir aux consommateurs un burger 100% bio. Ça a été long, ça a été fastidieux de trouver vraiment tous les fournisseurs, etc., pour avoir une offre qualitative et intéressante. Et nous, en fait, dans l'idée aussi, pour accompagner la transition, c'est qu'on se rend compte que les consos, il faut vraiment les prendre par la main et les mener vers le bon sens, quoi, une bonne trajectoire. Et c'est aussi pour ça qu'on avait choisi le burger. C'est un produit hyper populaire. Aujourd'hui, McDo, Quick, KFC, ça représente plus d'1 million de repas par jour. Donc dans cette salle, il y a à peu près, je sais pas combien on est, une centaine peut-être. Donc c'est-à-dire qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes qui vont manger chez eux aujourd'hui. C'est monstrueux, quoi. Et du coup, nous, c'était vraiment, de par le produit, le burger, qui est un produit hyper sexy, hyper populaire, vraiment pouvoir faire consommer bio à un maximum de personnes. Et chez nous, il y en a qui viennent parce que c'est bio, mais c'est pas une majorité. Il y en a qui viennent parce que c'est bon, c'est rapide, on est sympa. Et voilà. Et en fait, ces gens-là, on arrive à les mettre dans une nouvelle dynamique de consommation. Et ça nous importe énormément. Donc le côté bio, et après il y a d'autres choses qu'on a faites avec le temps, comme passer au packaging, parce que mine de rien, dans la restauration rapide, on a beaucoup de packaging jetables. C'est loin d'être terrible. Maintenant, on est sur des packaging compostables et compostés. Et du coup, on a des partenaires qui viennent les récupérer et qui en font du compost et qui redistribuent aux agriculteurs locaux. Donc voilà, pour créer un cercle vertueux du déchet. On est passé à la saisonnalité. On a arrêté la tomate en hiver. On a arrêté les avocats en été parce que ça vient de trop loin. Récemment, on a arrêté de vendre de l'eau minérale en bouteille parce que ça, c'est une aberration écologique, clairement, de faire transporter sur des kilomètres de l'eau alors qu'on a de l'eau en dessous de nos pieds qui est très bonne, potable, enfin, à quoi bon, quoi. Donc voilà, c'est des choses qui, avec le temps, on essaye de faire des avancées. Et il y a aussi tout ce qui est lié à l'animal. Évidemment, le bœuf, c'est un impact carbone qui est costaud.
c'est vrai. Nous, c'est certainement le truc qui fait qu'on a un impact carbone, c'est le truc sur lequel on a un impact carbone maximum. Et aussi, l'idée, c'est comment, au fil des années, on transforme notre offre pour aller vers le végétal, pour aller vers de la protéine animale avec moins d'impact carbone. Et typiquement, sur l'offre végétarienne, c'est quelque chose qu'on a vachement développé avec le temps. Première année, on faisait 3% de burgers végés. Aujourd'hui, on a 18%. Donc voilà, c'est par l'offre aussi qu'on arrive à faire de la transition. Mais il faut accompagner, il faut prendre le temps. En fait, on ne va pas dire aux consommateurs « Non, mais t'arrêtes de manger du bœuf parce que l'impact carbone, il est monstrueux. » Ça ne marche pas. Il faut le faire sur le temps, sur un temps long, et trouver un équilibre. Parce que demain, arrêter de manger du bœuf, ça aura des incidences aussi, parce que c'est un impact aussi positif sur l'écosystème. Social aussi. Donc, ouais, exactement. Et donc voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est vraiment sur la transition écologique. Et après, il y a évidemment la transition sociétale. Et là, je rejoins le pourquoi, le fameux pourquoi, se lever le matin, donner du sens à son boulot. Et nous, c'est hyper important que nos équipes soient fiers de ce qu'ils font, qu'ils sont contents d'aller au charbon de temps en temps, parce que bosser dans la restauration, c'est pas facile. C'est des horaires qui sont compliqués, il faut être debout tout le temps, c'est physique, etc. Mais quand on délivre un produit qui est bien meilleur pour la santé, pour le conso et pour soi-même, tout de suite, ça donne du sens beaucoup plus au métier, quoi. Est-ce que demain, on pourrait retrouver des burgers aux insectes chez BioBurger ? C'est une bonne question. Elle n'était pas prévue, celle-là. Et j'en ai aucune idée. C'est vrai que pour l'instant, ça dépendra de la démocratisation traversé. un peu de l'alimentation à base d'insectes aussi. Ouais, aussi voilà. de quelle alternative à base d'insectes peut être implémentée dans un burger. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas du tout une piste qu'on a creusée, parce que là, on est très focus sur le végétal et qu'il y a énormément de R&D à faire pour rendre le burger végétarien encore meilleur. Enfin, c'est des combinaisons de plein de choses et il y a trop de trucs à faire. Mais j'attends des échantillons en fait. Mais il faut tester. Anthony, comment vous faites chez BioBurger justement pour allier le développement économique de l'entreprise et puis cette partie transition développement durable? Donc on en parlait, il y a quand même une équation économique à tenir. Comment vous travaillez concrètement pour concilier les deux? On en a chié, faut le dire. Ça a pris du temps. Clairement, au début, on n'était pas rentable. Notre business model n'était pas du tout pérenne. Parce qu'on essayait d'avoir des prix hyper attractifs pour challenger McDo et ce genre de choses. Et en fait, ce jour-là, on s'est dit, mais les clients, ils sont là. Vous faisiez beaucoup de choses vous-même aussi. Hein. On faisait beaucoup de choses nous-mêmes. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Les clients sont là, on bosse comme des connards. Et pourtant, à la fin de la journée, il n'y a pas d'argent, quoi. Il reste rien en bas de. Vous étiez fixé, pardon, je vous coupe, aussi un prix d'appel dans vos restaurants pour pas dépasser un certain seuil psychologique de prix de menu. À l'origine, on était toutes les formules à 10 euros. Donc c'était hyper agressif quoi à l'époque. Et là, à partir de ce moment-là, on s'est dit bon, on va redécouper toute notre chaîne de valeur et essayer d'aller trouver des alternatives pour acheter mieux. Donc on a créé une centrale logistique à nous pour éviter d'avoir des intermédiaires. On a processé tout le métier en restaurant pour que chaque geste soit rentable. Enfin, c'est triste, c'est un peu industrialisé, mais c'est une vérité dont on a besoin pour trouver un équilibre économique. On a travaillé vraiment sur plein d'éléments comme ça de notre chaîne de valeur pour réussir à avoir un business model qui est intéressant. Et après, c'est aussi basé sur le volume. C'est que nous, dans la restauration, on a des charges fixes qui sont assez lourdes, mais une fois qu'on a passé ces seuils-là, il y a une rentabilité qui est intéressante. Et en fait, nous, dans notre esprit, c'est vraiment quand on fait un pas économique, quand on arrive à améliorer notre rentabilité, on va faire un pas écologique. Parce que quand on supprime l'eau en bouteille, typiquement, c'est de l'argent qu'on se décide de plus gagner du jour au lendemain. Mais parce qu'on peut se le permettre. On n'a pas une vocation à être comme McDo et avoir une profitabilité exponentielle. Tant qu'on vit, que nos franchisés vivent bien, nos salariés vivent bien, etc., ok, en fait, on essaye de trouver un équilibre comme ça.
sur la chaîne globale et que tout le monde s'y retrouve et donner un peu plus de sens à une économie où la valeur est mieux répartie entre chaque partie prenante, quoi. Et sur les approvisionnements, justement, vous avez changé un petit peu de braquet, hein. Vous passez aujourd'hui avec davantage de partenaires qui sont spécialisés là-dedans, je crois. Alors qu'avant, vous faisiez beaucoup de choses, vous achetiez vous-même, vous alliez à Rungis. Ouais, c'est ce que je disais un peu juste avant, Voilà. c'est qu'avant on passait par des distributeurs, donc des grossistes, donc évidemment il y a une marge intermédiaire qui est prise, et derrière c'est le conso, hein, qui la paye pour une valeur ajoutée qui est pas dingue, quoi. Et du coup c'était le but, c'est de reprendre ce métier à notre charge et de créer de la valeur là-dessus, et après de faire aussi des produits sur mesure à notre marque, quoi, comme les boissons qu'on a développées avec Pierre, qui est ici présent dans la salle et qui est présent sur l'agropole d'Agen. Et typiquement sur nos boissons, avant on achetait des bouteilles de soda comme ça embouteillées, qui coûtaient très cher parce que du coup il faut les transporter sur des kilomètres et des kilomètres jusqu'au restaurant. La finalité, elle faisait qu'on payait très très cher ces sodas. Et avec Pierre, on a travaillé sur des concentrés de boissons qu'on, à la bio. fin, en fait, bio évidemment. Et en fait, en bout de chaîne, en restaurant, c'est là où on vient rajouter l'eau. Qui se fait beaucoup dans d'autres. Bien sûr, chaînes. on n'a rien inventé sur le concept, on l'a juste fait en bio, et c'est pas évident parce qu'il y a plein de contraintes liées au fait que ça soit naturel, sans conservateur, etc. Mais c'est une réponse pour trouver un équilibre économique. Très bien. Muriel Decou, pour continuer sur cette partie économique, je le disais, donc vous êtes une SCOP. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc il y a des engagements derrière envers les salariés. Donc c'est une équation économique aussi qui est un petit peu différente, hein, dans l'équilibre. Et c'est aussi une transition dont on n'a pas parlé. C'est un peu une forme de transition sociale aussi, le choix qui a été fait de cette entreprise. Alors, effectivement, nous sommes une SCOP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on respecte quatre principes qui sont fondamentaux pour les coopératives, qui sont le capital est détenu majoritairement par les salariés. Aujourd'hui, nous, c'est 98% du capital ou 99% qui est détenu par les gens qui travaillent à Etikable. Les décisions sont prises de façon démocratique. C'est comme ce week-end, on a voté. Donc c'est un homme, une voix, et pas quel que soit. Enfin, j'ai pas un poids plus fort si j'ai mis plus de capital. Ça ne veut pas dire non plus que c'est l'Assemblée générale permanente, parce que quelquefois on a cette image qui nous revient. Les assemblées générales, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois par an. À ce moment-là, on prend des décisions qui sont importantes, mais après, dans le quotidien, on est organisé avec des services qui fonctionnent peut-être pas comme n'importe où ailleurs, mais en tous les cas, c'est pas la foire, quoi. Et il y a un conseil d'administration aussi. Alors, on vient de se transformer en SA, donc effectivement, jusque-là, on était sous forme de SARL. Et là maintenant on est en conseil d'administration. Bon, ça change pas grand chose. C'était une obligation parce qu'on est passé à plus de 100 sociétaires il y a quelque temps. Mais depuis le départ, c'est une entreprise qui a fonctionné avec une direction multitête. Et donc avec un principe de fonctionnement où les décisions sont prises en consensus au niveau de la direction, hein, pas au niveau des 150 personnes. C'est beaucoup de débats, mais voilà, ça nous a sans doute permis à certains moments d'éviter de faire des erreurs. Et puis c'est au niveau de la direction, donc on est 4 aujourd'hui, donc les 3 fondateurs, et je les ai rejoints il y a une dizaine d'années. On a des parcours et des formations différentes et des points de vue différents, et bon, je pense que c'est assez complémentaire. Le 3e principe de la coopérative, c'est que les résultats sont partagés entre l'entreprise sous forme de réserve, les sociétaires sous forme de dividendes, et la part travail qui est la participation. En ce qui nous concerne, depuis l'origine, les résultats sont partagés en 2 parts.
On n'a jamais rémunéré le capital social et on laisse 50% dans l'entreprise en réserve et 50% qui est distribué entre tous les salariés, en sachant que les salariés remettent une partie de cette participation au capital. Ce qui nous permet d'avoir un capital qui se consolide, plus des réserves qui se consolident, et ça nous permet d'avoir une structure financière qui est robuste. Et enfin, le dernier point, c'est que ces réserves sont impartageables, ce qui veut dire qu'on ne peut pas être acheté, on ne peut pas être délocalisé, et que cette entreprise, elle sera transmise à la génération des salariés qui viendront après. Voilà. Et pour avoir des parts, en fait, quand on est salarié, j'imagine que tous les salariés n'ont pas forcément de parts de la SCOP, si, ou il faut faire la demande. Alors, chez nous, c'est même obligatoire. Dès qu'on rentre dans l'entreprise, on a... Non, Voilà. Pas quand on rentre dans l'entreprise. Ça se passe à partir de 2 ans d'ancienneté. Ah, voilà, c'est ça. Et ça, c'est un choix que vous aviez fait. C'est un choix qui a été fait, oui. Selon les scopes, il y a différentes formules. Donc nous, quand on embauche quelqu'un, on explique aux gens que c'est une scope et que d'ici 2 ans, il aura à se positionner, mais que cette condition de devenir sociétaire, elle est obligatoire pour rester. Et quand on prend une part, on prend une part qui vaut 20 €, donc c'est pas extrêmement compliqué. Bon, par contre, après, il y a une souscription sur le salaire. On met chaque mois 3% de notre salaire au capital. Oui, quand même, d'accord. Et le fait d'être une SCOP, est-ce que vous pensez que ça vous aide au quotidien dans les choix économiques, les décisions, ou ça peut aussi parfois ralentir, justement, quand il y a des arbitrages en matière de transition, de développement durable? Vous parliez d'une nouvelle usine, justement, avec des choix énergétiques qui ont été faits. Est-ce que c'est plus long, les prises de décision? Alors, est-ce que c'est plus long? C'est sans doute à certains moments plus long. C'est-à-dire que c'est exigeant d'être en scope. C'est-à-dire que être en scope, ça veut dire qu'on s'engage à former nos salariés associés à comprendre le fonctionnement économique de l'entreprise et donc à pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. Maintenant, c'est aussi un mode qui fait que quand on rencontre des difficultés, on n'est pas tout seul, la direction ou l'encadrement à essayer de tirer, mais on a aujourd'hui 160 personnes qui tirent dans le même sens. Alors bon, on va dire 150, il y a toujours quelques personnes qui rentrent pas forcément dans le jeu, mais globalement, les gens savent pourquoi ils travaillent et c'est plutôt une force. D'accord. Jean-Gabriel, on en a un petit peu parlé au niveau du choix que vous faites, ces prises de décision entre la partie transition, donc impact CO2, et choix financier. Donc vous disiez qu'en fait c'était un peu l'impact CO2 qui prenait le dessus, mais il faut le financer quand même. Non, c'est pas ce que je dis. Pardon. C'est pas l'impact CO2 qui prend le dessus, c'est que c'est 2 jambes. Voilà, d'accord. Donc c'est un arbitrage un petit peu. Non. Ah. Non, il faut les deux. D'accord. C'est pas un arbitrage. On a une rentabilité économique et on a une rentabilité CO2. Quand je parle de rentabilité CO2, c'est le budget qui a été fixé par le GIEC, qu'on ramène via la stratégie bas carbone française à l'agriculture, et on se fixe un objectif avec un budget très clair. Mais le budget, il est entièrement en CO2 et on sait que il ne faut pas qu'on dépasse tel budget. Si on est au-dessus, pareil qu'avec un plan financier, c'est quoi le plan, comment on y va, machin, etc. pour ramener le budget dans le vert, quoi. Mais c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, l'un qui domine l'un ou l'autre. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est qu'en fait, sur cette partie CO2, du coup, c'est un peu plus cher à financer, ou pas? En fait, c'est pas la question. La question, c'est pas est-ce que c'est cher à financer. La question, c'est il faut le faire. D'accord. La question, c'est pas est-ce qu'on a envie que la planète crame ou pas. On n'a pas envie qu'elle crame, point. Donc là-dessus, faut être assez clair. C'est pas d'abord l'économie et la planète suivra, c'est d'abord la planète et l'économie suivra. Enfin, l'économie, on peut toujours la réparer, la planète, c'est pas possible. Donc, faut les deux. C'est juste économiquement, il faut que ça tienne. Environnementalement, il faut que ça tienne. Ouais. Mais c'est pas l'un qui est au service de l'autre. D'accord. Sinon, on fait des burgers déjà en Autriche.
Donc, je voulais rebondir aussi sur le côté gouvernance. Je pense que, je suis hyper admiratif du fonctionnement des scopes. Je pense que si on avait pu, si à l'époque on avait eu l'idée, je pense qu'on aurait démarré en scope. Je pense que la gouvernance c'est extrêmement important. C'est souvent un peu négligé devant l'engagement social, l'engagement environnemental. Pourtant, sans une bonne gouvernance, en fait, ça fonctionne pas, et ça fonctionne d'autant pas sur le long terme. Par exemple, là, je suis assez fier qu'on ait réussi à prendre une décision au board d'Insect pour 18 ans. C'est quoi ? Donc, c'est une décision pour financer en fait notre supply chain amont. Donc, toute la livraison en gros de coproduits céréaliers qui sont la base de l'alimentation de nos scarabées. Là, on a un programme de 18 ans tout autour des Hauts-de-France. À terme, ce sera 70 000 hectares qui seront concernés. Pour concrètement aider le territoire sur lequel on s'installe à contribuer à faire sa transition agroécologique. 18 ans dans une boîte qui est habituée plutôt à prendre des décisions à 3 mois, 1 an, en tout cas au niveau du board. Quand on fait un plan déjà à 5 ans, c'est compliqué. Là, 18 ans, c'est des choses comme ça au niveau gouvernance qui sont hyper importantes à prendre. Et je pense pas que c'est perdre du temps que d'aligner, que de former ses salariés à comprendre les décisions économiques. Pour moi, c'est une perte de temps qui en fait gagner beaucoup, quoi. Quand on a des équipes qui comprennent parfaitement où est-ce qu'on va et qui ont été formées à le comprendre, qui sont capables de formuler pourquoi elles ne sont pas d'accord, etc. Il y a aussi des côtés où ça doit être extrêmement simple par rapport à des entreprises où on ne va pas forcément former aux questions économiques ou financières là-dessus, quoi. Voilà. Alors pour vous développer dans cette transition protéique, vous avez été accompagné, donc on a dit par Agropole notamment, mais pas que. Vous avez eu des accompagnements. Alors quels sont ceux qui vous ont vraiment permis de booster votre entreprise, votre activité ? Et puis en fait cette question elle est aussi en termes de conseils pour les entrepreneurs qui sont ici ou qui nous écouteront quand la vidéo sera retransmise. Comment faire en fait ? Alors oui, on a été accompagné à toutes les époques, à tous les stades de l'entreprise et par énormément d'acteurs, que ça soit au niveau local, départemental, régional, national, européen et mondial. Il y a vraiment tout qui existe. On a eu la chance aussi, nous, d'arriver au... C'est un gros travail quand même de faire du porte-à-porte comme ça. Oui. Oui, c'est un boulot. Mais c'est aussi, à chaque fois qu'on a des accompagnants, c'est aussi leur job de nous ouvrir les portes et d'aller taper au bon endroit. On a eu un super travail fait par Agoranov à Paris, qui a été notre incubateur. Aurore Deligny, si tu nous regardes, salut. Agoranov, super expérience. En face, on avait Doctolib, on passait 3 ans après Criteo. Il y a DataIQ qui était le copain 3 à gauche. Ces incubateurs-là, c'est très important de rentrer. On a eu le Génopole aussi, pour le côté un petit peu comme ce que peut faire Génopole d'Evry. Ouais, Génopole d'Evry. Agropole, mais à Evry et plus sur le côté génétique, on va dire. Ensuite, on a eu l'accompagnement de la BPI France tout azimut, qui là est vraiment exceptionnel. On a eu aussi nos investisseurs qui nous ont aidés. On a eu, à chaque fois, on a eu des choses, et même jusqu'au niveau européen, où il y a 2 ans maintenant, on a été la première start-up à gagner le BBI. Donc, en gros, c'est ce qu'ils appellent les POC, mais au niveau européen. Donc, c'est des subventions à 20 millions d'euros. C'est la plus grosse subvention qu'on a jamais eue. Ça, on a été, je crois que c'était le 9e flagship, comme ils appellent ça, qu'on a décroché en tant que start-up. Normalement, c'est que des grands groupes qui les décrochaient. Donc, l'écosystème, il est là, il est présent, il faut aller le chercher, mais il est là, quoi. C'est-à-dire que quand on a un projet, qu'on y croit, que c'est bien ficelé, que c'est bien fait, il faut quand même mettre les moyens pour bien le faire. Ça marche et ça se fait. En tout cas, c'est le feedback que je peux faire à des gens qui portent des projets maintenant. C'est faut y aller, il faut se faire confiance, et ça existe à tous les niveaux, et l'écosystème est mature. Nous, on a eu aussi un petit peu la chance d'arriver au démarrage de l'écosystème French Tech, et on a énormément profité. Le montant de levée de fonds qui se fait aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était inimaginable. Je crois qu'il y a 10 ans, c'était l'exception Blablacar qui avait levé 100 millions, et pendant ensuite 5-6 ans, il n'y a eu juste plus rien.
Voilà, alors qu'aujourd'hui, d'élever à plusieurs dizaines de millions, voire 50 ou 100 millions, c'est quasiment toutes les semaines, on en a une ou deux, quoi. Il y a une vraie maturité de l'écosystème French Tech dont on a aussi bénéficié. D'accord. Anthony, je crois que vous, justement, en fait, vous êtes beaucoup financé sur vos propres fonds au départ. Est-ce que c'était un choix ou pas? Pourquoi, en fait? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on ne fait pas partie de la French Tech. Et du coup, clairement, l'argent, il ne part que dans la French Tech aujourd'hui. L'agriculture bio, tout ça, il n'y a pas d'argent. Pour financer ce BPI France non plus, il n'y a pas de... On n'a jamais Donc vous avez quand même tenté, vous avez essayé de... On a tenté, voilà. Après on n'a pas non plus, on n'a pas creusé davantage. On a essayé de taper à quelques portes, mais ça a été des fins de non-recevoir. Donc à un moment donné, on préfère avancer que de quémander auprès de tout le monde. Et après, au niveau des levées de fonds, ouais, ça s'est fait beaucoup auprès au début, ça s'est fait avec famille et amis auxquels on a vendu le projet. Ils ont investi au capital. Et au fur et à mesure, on a fait aussi des levées consécutives. Et là, je reviens sur le sujet de la gouvernance aussi. Et nous, à aucun moment, on voulait faire entrer un fonds d'investissement. On a eu pas mal d'acteurs qui étaient intéressés pour entrer dans notre capital, mais là on s'y retrouvait pas. On s'y retrouvait pas du tout au niveau des valeurs, au niveau de la vision à long terme. Les fonds ils regardent, ils font bon, moi je rentre, j'investis tant, le ROI il faut qu'il soit de temps dans 3 ou 5 ans quoi. Bah ouais, mais en fait non quoi. Non, parce que demain si je veux arrêter l'eau en bouteille, je pourrais pas le faire avec vous à mes côtés. Donc c'est un choix que vous avez fait qui a peut-être un peu limité aussi votre croissance ou votre développement. C'est possible, mais j'ai envie de dire c'est la limite sur un temps court terme. Sur le long terme, je pense que c'est positif. Mais voilà, de toute façon, l'entreprise, c'est un temps long, il faut regarder très loin. Et c'est vrai que maintenant, au XXIe siècle, si tu lèves pas 100 millions au bout de 3 ans, c'est qu'il y a un problème. Bah ouais, mais non, en fait, ça concerne, je sais pas, 0,1% des entreprises, et les autres, il faut les regarder aussi. Et il faut s'inscrire sur la durée comme ça. Et du coup là, pour le coup, on allait taper à la porte de Biocop, qui nous paraissait être un acteur... Enfin pour nous, à nos yeux, qui est avant-gardiste quoi, sur toutes les valeurs, sur la bio, sur comment on anime la transition écologique. Et ils sont rentrés à notre capital en 2017 ou 2018, si je ne dis pas de conneries. Et après, on a fait des levées citoyennes sur l'ITA. C'est une plateforme de crowd equity où toute personne qu'ils ont ici dans cette salle peuvent investir dans notre entreprise, soit au capital, soit en obligation. Donc on avait fait 2 levées consécutives sur cette plateforme-là, et on en fait une dernière là en ce moment même sur cette même plateforme. Et après, d'après nos plans, c'est vraiment la dernière pour arriver à notre équilibre économique avant de pouvoir se financer naturellement et poursuivre notre développement, quoi. D'accord. Alors, se développer sur les transitions, c'est pas facile. Il faut un certain courage et puis aussi, on l'a vu, des fonds pour accompagner. Muriel Decoux, est-ce que le développement d'Ethicable a connu des freins parfois par moment? Donc, vous avez une histoire un petit peu plus ancienne que vos 2 autres accompagnants sur le plateau. Est-ce qu'il y a eu des choses que vous pourriez partager ou voilà? Oui, alors je vais répondre, mais je voudrais revenir un petit peu à la question précédente parce que tout à l'heure on se posait la question de est-ce que ça freine pas d'être en scope. On a des salariés qui sont plutôt jeunes et plutôt militants. Et je dirais qu'ils ont plutôt tendance à nous bousculer sur la transition que nous freiner. Donc voilà. Alors, bon, quand on est une scope, on a, en termes de développement, on a des contraintes et puis on a aussi des atouts. La contrainte, c'est que comme le capital doit être détenu majoritairement par les salariés, on est un peu contraint en termes de capital, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, même si on le voulait, accueillir des investisseurs qui pourraient investir beaucoup plus que nous, en tous les cas au capital. Et
on a d'autres supports qui sont des titres participatifs, donc à part les coopératives et les entreprises nationalisées, donc pas grand monde, sont utilisateurs de ces supports, et donc qui sont connus, en tous les cas il y a 20 ans, qui étaient connus par très peu de fonds d'investissement, et plutôt des fonds spécialisés dans l'économie sociale. Et donc, voilà, faire un tour de table en scope il y a 20 ans, c'était un peu... plus compliqué qu'aujourd'hui. Un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais en même temps, comme les scopes connaissent ce problème depuis 150 ans, elles se sont dotées d'outils financiers spécifiques, donc qui accompagnent les coopératives au démarrage. Et puis les scopes ont créé une banque au début du XXe siècle qui aujourd'hui s'appelle le Crédit Coopératif et qui nous accompagne aussi dans nos développements. Les premières années d'Ethicable ont connu un démarrage très rapide. Et comme pour la restauration, à partir du moment où on dépasse le seuil de rentabilité et qu'on fait du volume, rapidement, on peut être assez rentable. Et on était très rentable, notamment parce qu'on était très précautionneux et très économe. Et dès le départ, vous aviez fait le choix des GMS ? Oui. Oui, et pendant dès les pas facile quand même. C'était pas facile, mais on a eu un référencement, notamment chez Leclerc, très vite au bout de quelques mois. Et donc, voilà, c'est parti très vite. Et il y avait une forte demande de produits issus du commerce équitable à l'époque et peu d'offres. Ce qui nous a permis de pouvoir montrer des résultats assez intéressants et du coup d'intéresser des investisseurs qui sont venus nous voir. Et bon, alors il y en a une partie quand on leur a dit non, 15% c'est pas possible, et puis de toute façon rentrer au capital c'est pas possible, donc il faut souscrire en utilisant des titres participatifs, et vous savez pas ce que c'est mais on va vous l'expliquer. Bon, il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y en a quand même qui sont venus, qui nous ont accompagnés. Et on a fait un premier tour de table en 2007. Alors c'est pas 100 millions, hein, on a levé 4 ou 5 millions, mais c'était déjà beaucoup pour nous. Et on a eu de la chance de le faire à ce moment-là, parce qu'en 2008, comme tout le monde, on a vécu la crise avec une réaction des consommateurs d'acheter des produits plutôt moins chers. Donc les produits issus du commerce équitable sont plutôt pas très cher, mais en tous les cas dans la c'est ce qu'on voit moyenne. un peu peut-être aujourd'hui aussi, hein, maintenant, voilà, qu'on revoit. Voilà. Et en même temps, mais ça on l'avait anticipé, mais on n'avait pas anticipé qu'il y aurait les deux en même temps. À ce moment-là, la grande distribution a voulu faire des marques de distributeurs issues du commerce équitable. Et donc on s'est retrouvé avec une concurrence très forte. Et vous produisez pour eux ou pas ? Non. Non, pas du tout. Non, c'est un choix, ça, que vous avez fait on aussi. a toujours refusé de le faire. D'accord. Donc on a eu une période 2008-2010 un peu compliquée. Un peu difficile, ouais. Mais bon, voilà, on avait les résultats des années précédentes qui nous avaient consolidés, le tour de table aussi. Voilà, donc on a pris le temps et puis on s'est relancé. Vous êtes redéployé, vous êtes élargi, diversifié. Hein, donc aujourd'hui, Ethicable, c'est sur plein de rayons. Alors, c'est aujourd'hui environ 250 références. Ce n'est pas que du chocolat et du café, quoi. Non, du chocolat, du café, du thé, des confitures, des biscuits. Des fruits, des biscuits. Bon, il y a beaucoup de produits. Dans le cadre d'une réunion qu'on avait fait, un séminaire à l'époque, nos salariés nous ont demandé deux choses. De nous labelliser bio. C'est-à-dire que jusque-là, on avait mis le paquet sur notre communication qu'on était des produits issus du commerce équitable, et on n'avait pas fait le choix de porter le logo bio. On disait, bon, de toute façon, il n'y a pas d'intrants chez nous, dans nos coopératives, donc on est bio, mais c'est pas le message qu'on veut porter. Et les salariés nous ont dit non, mais il faut absolument qu'on puisse l'afficher. Donc on a décidé que dans les 3 années qui allaient suivre, on serait à 100% bio. Pourquoi ce temps-là ? C'est que ça supposait de demander aux producteurs des pays du Sud eux-mêmes de se faire labelliser. Donc c'est une démarche, qui prend du temps et c'est un coût aussi. C'est un coût.
Donc on s'était donné ce temps-là. Et puis une autre demande, c'était de dire, bon, c'est bien, on travaille avec les paysans au sud, mais chez nous, il y a aussi des petits agriculteurs qui auraient un intérêt à ce qu'on vende leurs produits. Et vous avez créé une deuxième marque, en fait. Hein. Et donc on a créé une deuxième marque qui s'appelle Paysans d'ici. Et donc c'est deux philosophies complémentaires un petit peu, en fait. Tout à fait. Et donc bon voilà, c'est reparti à partir de 2011-2012 avec un gros développement depuis, notamment jusqu'en 2021, avec vraiment des grosses progressions. Et puis là, en ce moment, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. En tous les cas, les produits bio souffrent un peu. Ouais. Mais bon, voilà, la vie d'une entreprise, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Merci. Alors Jean-Gabriel, même question. Est-ce que dans votre essor, est-ce que Insect a quand même a subi quelques embûches ou quelques freins sur son développement? Tous les jours. Ouais, complètement. Enfin, en tout cas, vous avez très bien composé la table ronde de ce soir, parce que ces questions de stratégie, de qui on veut être, de comment on fait, comment on finance, quelle vitesse on va avoir, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont vraiment au cœur de tous les projets, et je pense que tous les chemins mènent à Rome, mais en tout cas, quelle que soit la forme qu'on prend, mettre les questions de transition et d'impact au cœur de sa strate, c'est possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Il y a un proverbe en agroalimentaire que j'aime beaucoup, c'est 100% d'une bonne idée, c'est une catastrophe. Je trouve qu'on est un bon exemple de ça ce soir. Non, les embûches qu'on a eues pour Insect, oui, il y en a tous les jours. De toute façon, quand on fait de l'innovation... Il y en a de grosses. Ah oui, il y en a de grosses, ouais. Il y a eu plusieurs fois où on s'est dit, comment on fait pour que ça tienne, pour que le budget passe, pour qu'on y arrive. Parce que de l'innovation, c'est souvent on essaye, on rate, puis ça dure 9 fois, 10 fois, 20 fois. On se dit, bon, quand est-ce que ça marche? Puis au bout d'un moment, ça finit par marcher. Je prends un exemple, le système de maintien des bonnes conditions d'élevage pour notre insecte. Donc que ça soit autour de 25 degrés, autour de 50-55% d'humidité, un peu plus même. Réussir à faire ça dans nos vignes, c'est très compliqué. On a dû faire 10 fois l'étude pour que ça marche. Et à chaque fois, ça passe pas. Ça, c'est par exemple des moments qui sont compliqués. Donc c'est ces histoires-là. Après, c'est toujours l'équipe. C'est parce que on a une bonne équipe qui s'entend bien la plupart du temps, avec tout ce que ça implique. Donc des embûches, il y en a partout, mais après c'est une aventure humaine, quoi. Donc il y a des hauts, il y a des bas. C'est jamais simple, mais c'est hyper enthousiasmant. Donc je pense que c'est ça qu'il faut voir dans l'aventure entrepreneuriale. En tout cas, moi c'est ça que j'aime bien et qui m'anime, quoi. Ouais. Anthony, même question. Les embûches, est-ce qu'il y en a eu? Oui, j'imagine. Quelques-unes que vous pourriez citer, quelques difficultés. On n'a pas trop parlé de difficultés administratives. Est-ce que c'est souvent cité par les entreprises quand même dans leur développement? Est-ce que vous avez eu affaire à... Oui, après c'est pas le truc qui t'empêche de dormir, mais c'est sûr que c'est une charge de travail qui est chiante, quoi. Ça c'est sûr, faut se le dire. Et les mairies, les trucs, quand on s'implante dans une nouvelle ville, chaque mairie a ses lubies, etc. Et parfois font des refus sur les chantiers qu'on leur propose, etc. Et on ne comprend pas. Et bref, il y a plein de petites choses comme ça, mais j'ai envie de dire c'est la France et il faut s'y habituer malheureusement. Après sur les embûches, oui, beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, on a quand même mis du temps à trouver l'équilibre de notre business model, trouver nos fournisseurs, etc. C'était pas simple. On est la première enseigne de restauration à se lancer sur du 100% bio. Donc on est quand même novateur là-dessus. Donc il y a une offre qui est beaucoup moins intéressante qu'en conventionnel, au niveau sourcing en tout cas. Après, là, on s'est tapé le Covid, mine de rien, où on a été un petit piston. Oui, ça a été compliqué, ça, pour la restauration. Ouais, vous fermez, vous avez le droit d'ouvrir, mais pas sur place. Enfin bref, c'est le yo-yo. Vente à distance.
vente à distance, la livraison. Alors oui, la livraison c'est cool, mais c'est pas notre business quoi. C'est le business de gros géants américains encore une fois. Et bref, il a fallu vivre avec ça. Il faut encore vivre actuellement avec ça parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer demain. La guerre en Ukraine qui commence. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça où c'est des aléas avec des fluctuations du marché, etc. Il faut être hyper agile en fait pour tout le temps pouvoir répondre à ces aléas quoi. Alors on arrive au terme de cette table ronde et avant de donner la parole à la salle, j'aurais quand même une dernière question pour nos trois invités. Est-ce que vous auriez des conseils à partager justement pour les entrepreneurs qui nous écoutent, des conseils pour les aider à développer ou aller vers ces transitions qu'on a évoquées? Anthony, puisque vous aviez la parole, il pourrait y en avoir des centaines des conseils évidemment, mais il y en a un qui est fondamental et je reviens vraiment sur le pourquoi de Jean-Gabriel qu'il a évoqué tout à l'heure. Et en fait pour moi c'est ça la clé pour se lever tous les matins, etc. Parce que se lancer dans la transition, il va y avoir des embûches, c'est évident, peut-être plus que dans le conventionnel sur d'autres choses. Et c'est sûr que si on ne donne pas de sens à son boulot, on va vite avoir tendance à baisser les bras et à se dire mais pourquoi je me fais chier à faire ça, je pourrais faire autre chose quoi. Et c'est vrai que le pourquoi il est vital et pour nous il est dans plein de moments de notre vie, c'est vraiment à ça qu'on s'est raccroché et à se dire non mais là faut qu'on... Vas-y, il y a un coup de collier à redonner, on sait pourquoi on le fait, et voilà, ça donne de l'élan, du dynamisme, et aussi, mine de rien, une cohésion sociale au sein de la boîte qui fait du bien, quoi, au quotidien. Donc, le pourquoi est hyper important. Si on se lance là-dedans dans un objectif de profit et c'est tout. Donc, garder en tête la motivation initiale, hein, c'est ça, hein, pour continuer. Ouais, de donner un sens à ce qu'on fait. Ouais. Okay. Même question, Muriel. Je peux pas dire mieux. Pour moi, c'est si on peut ne pas partir seul. Je pense que on réfléchit mieux à plusieurs têtes que tout seul. Et puis savoir pourquoi on le fait. Et se réinterroger régulièrement de savoir si on est toujours en cohérence avec soi-même et son projet. Jean-Gabriel. Vu qu'il y a eu deux réponses sur le pourquoi, j'ai parlé du comment. Je pense qu'il y a un job à faire de tout le monde, quel que soit son âge, c'est de se former aux enjeux. D'aller voir ce que fait l'administration française qui a fait un boulot mais absolument exceptionnel là-dessus. J'étais aux 30 ans de l'ADEME là, il y a 2 semaines. Les 4 scénarios, c'est une mine d'or. Ça explique juste comment il faut faire. Donc pour toutes les entreprises, pouvoir s'intégrer là-dedans, c'est hyper important. On est un des rares pays au monde à avoir une stratégie nationale bas carbone, la fameuse SNBC, qui va être révisée en 2023. Ça, c'est hyper important pour arbitrer par exemple les questions de est-ce que je continue ma voiture ou est-ce que je passe à la voiture électrique, est-ce que ça, en fait c'est pas à l'entreprise de le décider, c'est pas le job de l'entreprise. Par contre c'est le job des territoires, c'est le job de cette stratégie là qui dit on va favoriser par exemple l'agriculture au transport aérien par exemple, on va favoriser l'agriculture, très souvent, elle est favorisée parce qu'on a envie de manger quand même. Mais c'est des arbitrages comme ça de où est-ce qu'on utilise notre énergie, où est-ce qu'on utilise nos ressources, qui sont des arbitrages mécaniquement, qui sont des arbitrages de territoire. C'est pas des arbitrages d'entreprise. Donc ça, c'est hyper important. Au niveau des régions, il y a des STRADET, des SCOT qui déclinent tous les enjeux environnementaux sur les 17 ODD des Nations Unies par région. C'est encore trop peu utilisé par les entreprises. C'est souvent utilisé, parce que de toute façon ils n'ont pas le choix, c'est dans la loi, par tous les territoires, jusqu'au PLU, au PLUI, etc., qui sont déclinés par territoire. Et ça, c'est une mine d'or pour les entrepreneurs, parce que finalement, c'est de la commande publique qui va arriver, et réussir à se positionner sur ces enjeux-là, stratégiquement, c'est extrêmement intelligent, quoi. Donc sur le comment de la transition, je pense qu'il y a vraiment une
une compréhension mutuelle entre privé et public qui doit se faire. Et il y a aussi de la formation. Je rappelle que l'objectif pour tout le monde, entreprise et public, c'est 1% du budget annuel en formation sur les enjeux de transition. 1%. Et il n'y a pas d'excuse en mode oui mais bon c'est cher, 1%. C'est-à-dire que tous dans la salle là, sauf si on vient de sortir des études, on n'a pas eu de formation à la transition, on n'a pas eu de formation à l'écologie, on ne sait pas faire un bilan carbone. Enfin moi oui parce que c'est mon job. Mais enfin c'est des enjeux comme ça sur le comment où il faut se donner les moyens et il faut lire. Il y a énormément de matière en fait qu'il faut s'approprier pour son territoire, pour son entreprise, etc. Donc, voilà, donc sur le comment, allez-y, il y a les moyens maintenant. Très bien. Merci Jean-Gabriel Levon, merci Muriel Decoux et merci Anthony Darret. Donc maintenant, je vais passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour nos 3 invités? Allez, on se motive. Lâchez-vous. Ah, voilà. Super. Oui, ça fonctionne, oui. Juste pour dire, alors je connaissais les produits éthicables que je consomme. Alors je connais depuis samedi le restaurant Bio Burger de Montpellier, rue des Étuves. Alors je peux dire que, alors non seulement c'est bio, mais c'est bon et c'est sympa. Et en plus la citronnade est excellente. Elle est fabriquée à Agen et c'est écrit en gros voilà. sur le gobelet. Mais ma question, elle est plutôt donc pour donc Jean-Gabriel. Vous avez parlé d'entreprise à mission. Apparemment, vous êtes en train d'y travailler. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'Agropole, en tant que technopole, est en train de travailler à l'évolution vers un statut à mission. Donc, ma question est double. Quel est l'intérêt, quelles sont les motivations et qu'est-ce que ça peut être aussi comme enjeu pour une structure comme la nôtre? Ouais, alors sur l'entreprise à mission, il y a énormément de choses. Alors déjà, donc nous, typiquement, on est une entreprise, on a fait le choix du côté hyper-croissance, donc ça veut dire levée de fonds très régulière et à haut niveau. Ce qu'on voit depuis 3-4 ans, c'est on a vraiment un shift chez les investisseurs, où il y a de plus en plus de fonds à impact qui se créent. Donc techniquement, c'est les fonds qui sont concernés par l'article 8 et 9 du Green Deal européen. Ça, c'est de plus en plus de fonds qui sont faits comme ça. Et du coup, il y a aussi un côté où on intéresse de plus en plus ces fonds-là parce que on répond à tous les critères, on est capable d'utiliser toute la taxonomie européenne là, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour répondre à tout ça. Et en fait, quand on fait ça, quand on fait Bicorp, quand on fait tout ce qu'on a fait depuis le début, on prend la liste de qu'est-ce que ça veut dire être entreprise à mission, on a tout coché, quoi. Donc ça c'est intéressant. Après, dans le côté de la transition, ce qui est intéressant dans l'entreprise à mission, je trouve, c'est justement de remettre le pourquoi au centre. Quand on fait ça, on se rend vite compte que avoir un statut d'entreprise dans lequel il y a marqué on est là pour maximiser le profit de l'actionnaire, ça coince. C'est pas très compatible. Donc c'est là où l'entreprise à mission aide à faire ça. C'est-à-dire qu'on remet la finance à sa place, entre guillemets. C'est-à-dire c'est ce qui permet d'irriguer, c'est ce qui permet de rendre un projet viable, etc. Mais c'est pas la raison d'être du projet. Et c'est à ça pour moi que sert l'entreprise à mission, c'est de dire on a ces objectifs-là. Alors nous on le traduit aujourd'hui par notre business plan en CO2, c'est aussi important que notre business plan financier et vice-versa. Mais c'est à ça que ça aide. En tout cas, pour moi, c'est un moteur de gouvernance pour supporter la transition. C'est comme ça, nous, en tout cas, qu'on le vit. Après, je pense qu'il y a plein de manières de vivre la chose, mais c'est ça. Et fondamentalement, c'est cette réflexion autour du pourquoi. Pourquoi l'agropole existe plutôt qu'il n'existe pas. C'est ça qui doit être le statut du côté entreprise à mission de l'agropole. Ouais. Une autre question éventuellement dans la salle? N'hésitez pas. Hein. Je suis sûr qu'il y a des questions, mais vous n'osez pas. Ah. Bravo. Bonsoir. Oui, j'ai une question plutôt pour Muriel Decoux. On verra, peut-être que ça peut s'élargir. J'ai découvert il y a quelques années sur vos produits le label SPP, je crois, donc paysan producteur. Peut-être vous pourrez l'expliquer un peu mieux.
Et je voulais savoir, donc moi ça m'avait marqué parce que j'avais vu un label qui est possédé par les producteurs, par les paysans. Donc ça m'avait touché en tant que consommateur, mais il me semble pas l'avoir vu chez d'autres participants de la filière équitable mondiale. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous apporte ce label, quelle est peut-être sa dynamique en France et dans le monde. Pourquoi, peut-être que je me trompe, mais pourquoi s'il n'y a que vous qui le mettez en avant ou qui adhérez, qu'est-ce qui fait que ce soit le cas? Et après, peut-être une question qui peut s'élargir aux autres intervenants. Quel est l'impact des labels? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelles contraintes aussi ça peut générer? Voilà. Merci. Alors, effectivement, on a participé et on a soutenu la création d'un label qui s'appelle SPP, qui a été créé au départ des producteurs d'Amérique latine, qui était un peu en rupture par rapport à Max Havelaar, parce que, je dirais, peu à peu, les exigences de Max Havelaar en termes de commerce équitable ont baissé sous la pression des multinationales notamment. Et donc, les paysans en Amérique du Sud ont souhaité se réapproprier cette labellisation. On était assez d'accord avec eux, donc on a décidé de soutenir leur démarche et de labelliser nos produits chaque fois que possible en SPP. Alors, on n'est pas tout seul, heureusement, mais malgré tout, on est assez peu nombreux à utiliser ce label, notamment parce qu'il est très exigeant en termes de garanties données aux entreprises, enfin aux coopératives du Sud. Donc voilà, mais on s'accroche. Et on a aussi très récemment... Peut-être que vous pouvez rappeler justement quels sont les critères et ce que ça veut dire plus précisément. Ça veut dire des engagements en termes de prix minimum garanti, voilà, qui sont pas forcément réduits au maximum. Ça veut dire que dans nos produits, chaque fois qu'il existe un ingrédient qui peut être labellisé commerce équitable, on doit utiliser cet ingrédient-là et non pas faire 40% de produits équitables et puis le reste en non équitable. Ça veut dire des engagements dans la durée. Donc quand on commence à travailler avec une coopérative, on ne va pas les laisser tomber l'année d'après parce que dans le pays d'à côté, les cours sont plus bas. Ça veut dire des primes au développement qui sont données aux coopératives qui s'ajoutent au prix minimum garanti et qui permettent d'accompagner les coopératives, notamment dans des projets de construction d'usines, de transformation de leurs produits sur place, donc de laisser la valeur ajoutée chaque fois que c'est possible dans la coopérative. Voilà, en gros, c'est ça les engagements. Et puis en France, on vient avec, enfin, il y a un an à peu près, avec Biocoop, de créer un label qui s'appelle Bioéquitable en France et qui essaye aussi de développer cette même exigence ici. Anthony, peut-être sur la question sur les labels. Oui. Du coup, nous, sur le label AB, évidemment, les côtés positifs, c'est le côté qualité, etc., qui va ressortir, évidemment, et qui va parler à une certaine typologie de clientèle. Après, le revers de la médaille, c'est que ça ne parle pas à tout le monde. Et que la perception du label, elle est très disparate selon les personnes. Et on le voit, hein, le nombre de gens qui passent devant nos restos, ils regardent Bio Burger, ils font mais bio, ça va me coûter une fortune, ce qui n'est pas le cas chez nous.
Bio, ça veut dire que c'est des choux, des carottes. Enfin, c'est quoi comme burger, quoi? Est-ce qu'il y a de la viande dedans? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont me faire bouffer dans ce truc-là? Enfin, il y a vraiment parfois des réactions qui sont hyper bizarres, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, le revers de la médaille. Et les enjeux, en fait, c'est comment on arrive à vraiment démocratiser tous ces labels et en faire une nouvelle norme, en fait. Et c'est ce que je disais un peu au début, quand mes parents me faisaient manger bio, que j'avais des réactions bizarres quand j'étais petit. Et c'est un peu le cas qu'on a avec notre clientèle. C'est pourquoi vous voulez me faire manger un truc que je ne connais pas, qui n'est pas la norme. Et ça, c'est un enjeu, je pense, pour la transition à grande échelle, parce qu'aujourd'hui, il y a une niche de marché sur la transition écologique, mais pour l'instant, elle est trop petite, cette niche, et même elle a tendance à baisser un peu l'année dernière. Donc, il va falloir accompagner ces labels-là par, enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception, avec du marketing, parce que le marketing, ça fonctionne, pour rendre cette transition écologique hyper sexy, en fait. Il faut que ça devienne naturel, sexy, à la mode. Demain, si on arrive à rendre la transition écologique à la mode, c'est fini, le game, il est gagné. Mais il faut y arriver. Et c'est très dur face aux mastodontes qu'on connaît, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, deux bras qui se lèvent, super. Oui, je parlais d'une transition dans laquelle nous ne sommes qu'au début. C'est la transition liée à toutes les augmentations des coûts, des charges, des difficultés d'approvisionnement. On a eu des difficultés qui ont commencé pendant le Covid, des difficultés du transport. Le coût de transport a augmenté. Là, avec le conflit en Ukraine, c'est le coût des céréales qui explose, l'énergie qui explose, les oléagineux qui vont exploser. On a le sujet actuel dans les élections présidentielles, c'est le pouvoir d'achat. Donc, les consommateurs ont fait déjà des choix. Si on voit que la consommation des produits bio a baissé, c'est parce que les clients préfèrent manger local et sans résidus. Donc, ils ont fait déjà un premier choix qui se traduit par une baisse des ventes dans les bio et dans les circuits bio. Donc beaucoup d'agriculteurs préfèrent désormais s'orienter vers du sans résidus que du bio, parce qu'économiquement c'est plus facile, moins strict, mais ça répond aussi plus à des demandes de la part de consommateurs qui veulent payer un prix plus juste, pas un prix importer des produits bio de l'autre côté du monde. Vaut mieux manger du sans résidus, produit local. Au moins on voit la personne plutôt que de mettre la marchandise sur des bateaux. Donc la question, c'est vraiment pile pour chacun d'entre vous, parce que vous allez consommer, vous, beaucoup d'énergie, j'imagine, pour faire vos insectes. Vous, c'est pareil, vous vous trouvez après avec des difficultés dans les produits bio, justement, où il ne faut pas aller trop cher, parce que les clients vont arrêter d'en consommer. Et puis vous, c'est pareil, au niveau des burgers, vous consommerez beaucoup d'huile, beaucoup de choses, donc les coûts vont augmenter, mais jusqu'où ça pourra tenir sans que le consommateur se dise je fais l'impasse sur toutes ces valeurs ou toutes ces choses auxquelles j'ai adhéré à un moment parce que je ne peux plus le payer. Parce qu'il faut que je nourrisse en valeur nutritionnelle, en quantité. Et peut-être au départ on a fait l'impasse en disant on va manger moins de viande mais on va en manger de la meilleure, boire moins de vin mais en boire du meilleur. Mais à un moment, certaines familles, si c'est 30 ou 40% des Français qui décident de consommer, qui sont contraints de consommer moins parce qu'ils n'ont plus de pouvoir d'achat, ça veut dire que derrière, il y a encore 20 ou 30% aussi qui ont des difficultés, qui vont arbitrer de façon différente parce que les coûts vont être prohibitifs pour eux au vu de toutes les autres charges qu'ils ont ailleurs et qui sont incompressibles. Sacrée question. On va faire une conférence. C'est clair. Il y a plein de réponses. Jusqu'à où ça peut aller et jusqu'à où le conso est prêt, j'en sais rien. Enfin, j'ai pas la réponse. En plus, j'ai envie de dire, c'est tout récent là, cette problématique inflationniste hallucinante. Nous. Ouais, mais j'ai pas envie de parler de soucis ce soir. Non, je rigole. Mais oui, l'huile de tournesol est un vrai sujet. Nous, on a toujours acheté en France, donc j'ai envie de dire,
c'est déjà bien au niveau des appros, mais évidemment tout le monde achète en France maintenant, du coup le coût de l'huile a doublé en l'espace d'un mois. Donc nous on croit que ça va être conjoncturel, et en tout cas on fait le pari que ça va être conjoncturel, donc on va avoir des hausses très très relatives de nos produits. En tout cas, pas plus que la concurrence, parce que la concurrence en conventionnel, elle a les mêmes problèmes, en fait, voire plus qu'en agriculture bio, parce que eux ont tendance à aller acheter beaucoup plus à l'étranger que nous sur l'agriculture bio. Donc il faut être hyper alerte à ces évolutions de marché. Mais nous, on préfère un peu se coucher sur notre marge, on va faire le dos rond un peu, quelques temps, avant que ça revienne à la normale. Et après, sur le moyen long terme, à quel point on arrive à convaincre des personnes de mettre un peu plus sur l'alimentaire, en tout cas, ça va être un travail qui va être très très long, en fait. Ça va passer par le marketing, c'est ce que je disais, comment on rend sexy son produit, parce que aller chez McDo, ça coûte pas beaucoup moins cher que de venir chez Bioburger. Au final, les gens ils dépensent quasiment autant au panier moyen que chez nous. Donc c'est comment en fait on arrive à travailler sur ces perceptions de prix, parce qu'il y a le prix qu'on voit affiché, mais il y a la perception du prix, ça passe aussi par les quantités, ce genre de choses. McDo, on a l'impression que c'est beaucoup moins cher que nous, parce que les quantités sont plus petites, mais du coup les clients vont acheter plus de choses. Donc voilà, il faut qu'on travaille là-dessus, sur la perception, et j'ai envie de dire, c'est un travail qui est infini, mais hyper intéressant. Effectivement, la question qu'on aurait dû se poser au second tour, j'ai envie de dire. Là-dessus, faut. Enfin, c'est comme je disais tout à l'heure, 100% d'une bonne idée, c'est une catastrophe. 100% d'une seule explication, c'est aussi une catastrophe. Ce qui est tradé au niveau international, c'est les surplus de chacune des agriculteurs de tous les pays. Et la manière de déterminer le prix de vente mondial, c'est de prendre le plus cher qui devient la norme. Donc faut aussi se méfier, je suis assez d'accord. En tout cas, nos acheteurs chez nous, ils nous disent ouais, bon, en ce moment c'est n'importe quoi, parce que le marché, c'est rarement la bonne solution pour gérer tous les libres-échanges du monde. Ça, on en voit les limites de plus en plus, et on pourra débattre longtemps là-dessus, mais il y a des endroits et des moments où la régulation de marché est juste inefficace, quoi. Là, c'en est un. Les prix s'envolent, font n'importe quoi, il y a de la spéculation qui rentre en jeu, etc. Tout ça, mais techniquement, on parle toujours de gérer les surplus, quoi. Donc on va pas mourir de faim demain matin, très clairement. Ensuite, sur ces questions de pouvoir d'achat, d'acheter, etc., tout ça, le débat en ce moment, il se concentre beaucoup sur le pouvoir d'achat. Mon interprétation, c'est que c'est un symptôme. C'est très important d'y répondre, parce que c'est concrètement qu'est-ce que je peux acheter demain matin, mais c'est un symptôme, c'est pas les causes. Au niveau des territoires, des élus, des chefs d'entreprise, ce qu'il faut attaquer, c'est les causes. C'est-à-dire c'est le projet de société, c'est qu'est-ce qu'on construit, comment on le fait, pour qu'à la fin, ce symptôme-là disparaisse. Donc comme d'hab, il faut tout faire. Il faut à la fois traiter le symptôme, mais il ne faut surtout pas oublier de traiter les causes qui sont derrière. Et les causes, elles sont plus à aller chercher dans les scénarios de société qu'on a envie de faire d'un point de vue transitionnel pour notre société au global, que dans simplement jouer au pompier tout le temps et gérer que le pouvoir d'achat spot, quoi. Faut faire les deux. Moi, c'est un peu ça ma réponse. Comment on fait ? Y a du boulot, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur comment se former, 1% des budgets, et lire, comprendre, voir comment pour son territoire, chacun, ça va s'articuler, quoi. Et pas que sur l'agriculture, tout azimut. Donc voilà, moi c'est ça, la réponse que je peux faire, c'est une réponse aussi contextuelle, mais c'est ça que je vois en tout cas. Alors, moi en ce qui me concerne, ce que je dirais, c'est que nous on a un peu une chance, c'est que il y a un an à peu près, on achetait par exemple le chocolat 2,5 fois le prix du cours du chocolat. Et donc le niveau des prix qui augmente sur la bourse, chez nous, a moins d'impact que pour des gens qui d'habitude achetaient au conventionnel et au plus bas. Donc ça nous permet d'absorber peut-être un peu plus ce qui se passe en ce moment.
Bon, pour autant, sur les coûts de transport, un container, il y a un an, ça coûtait 4 000 €. Ça en coûte 12, 13 ou 16 000 aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même un peu fou ce qui se passe. Mais aujourd'hui, les briques, je discutais avec un artisan, ont augmenté de 45%. Donc voilà, c'est un peu dans tous les secteurs. Quand on est entrepreneur, je pense qu'on doit avoir au moins une qualité, c'est d'être optimiste. Donc, je pense un peu comme mon voisin, c'est que c'est conjoncturel et que voilà, moi, j'ai l'impression que la tendance du bio, c'est une tendance lourde, et donc je continue à espérer que on va recommencer à progresser dans ce sens-là. Et puis, si demain, les produits issus du commerce équitable ont plus de clientèle, nous, la mission d'Éthicable, alors on ne s'est pas mis entreprise à mission parce qu'on a considéré que le préambule de nos statuts était déjà une définition forte de nos missions, mais si on ne peut plus exercer nos missions, on ne va pas se mettre à vendre des produits conventionnels. Une entreprise, ça naît, ça vit, ça meurt. Voilà, si on n'a plus de raison d'exister, on n'existera plus. Mais j'y crois pas. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question. Voilà. Oui, on va faire bref parce que ça sera la dernière question. Ouais. Après. Juste, je voulais remercier Monsieur Levon par rapport à un premier élément. Pardon, je suis Sébastien Ben, président du collectif Rubiz, Lot-et-Garonnais, et fier de l'être. Remercier Monsieur Levon par rapport à l'idée de piloter une entreprise et par autre chose que le financier, donc par l'impact carbone. Pour être auditeur carbone depuis quelque temps, c'est pas toujours facile de faire passer le message. Ma question ne portait pas là-dessus, elle portait sur une thématique qui parle un peu partout en France, qui est la pénurie de main-d'œuvre, quel que soit le secteur. Et je voulais voir avec vous si, par rapport au fait de traiter des phénomènes de transition, ça vous permettait, face à vos collaborateurs, d'être plus attractif pour recruter et plus fidélisant par rapport aux collaborateurs que vous avez déjà. Voilà. Je peux commencer. Je dirais pas que c'est simple de recruter, parce que ça l'est jamais. Et j'ai presque envie de dire, faut pas que ça le soit. C'est important de recruter les bonnes personnes qui sont dans le bon esprit, qui partagent les valeurs, etc. Donc, ça prend du temps. Après, est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre ? En tout cas, oui, je pense que le fait d'avoir un sujet qui porte sur la transition, etc., c'est porteur et ça attire très clairement. Très clairement. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui arrivent chez nous, qui avant ont travaillé dans l'automobile ou dans des secteurs qui sont un peu flagués, c'est plus demain un souci qu'une solution. On en voit de plus en plus, de plus en plus arriver. Oui, c'est clair. Et voilà, je pense aussi, je rebondis, une entreprise, ça naît, ça vit, ça meurt. Les entreprises qu'on aura dans la transition, ça ne sera pas celles qu'on a forcément aujourd'hui. Et donc, du coup, pour toutes ces personnes-là, il y a aussi d'énormes opportunités de faire des switches de métier. Moi-même, avant, je travaillais à Schlumberger dans le pétrole. J'ai fait aussi la transition pour aller travailler chez Insect sur des sujets qui sont plus du 21e siècle que du 20e, quoi. Donc oui, clairement, je pense que ça aide d'être sur des sujets du 21e que d'être sur des sujets du 20e pour recruter. Très bien. Écoutez, merci à tous. Je crois qu'on arrive au terme de cette table ronde très riche. Merci à nos 3 intervenants. Merci à tous d'être venus. Et puis, je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine table ronde Agropole RIA. Merci.